Alors, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un exploit qui est vraiment très peu utilisé réellement. Tout le monde a son opinion dessus. Tu peux entendre tout et n'importe quoi. Ce qui m'intéressait, c'était de vous partager ce que j'ai appris de différentes personnes, mais pas par leur expérience, mais par des outils qu'ils ont utilisés pour pouvoir vraiment trouver les meilleurs exploits. Donc, tout ce que je vais vous donner là, c'était quantifié et c'était vérifié. Donc après, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Et tant que ça n'a pas été vérifié par des chiffres, j'en parlerai pas, quoi. Donc voilà. Donc, je vous ai fait un super slide. Pour info, dans le slide, j'ai mis aucune information. Je vais toutes les donner par oral. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'aimerais que les gens se concentrent plus sur ce que je raconte que sur juste ce qui va être marqué sur le slide. Donc voilà. Donc on va commencer par le préflop. Je regarde juste si tout se passe bien. Ouais, le replay sera disponible sur YouTube comme d'habitude et pendant quelques jours sur Twitch. Donc voilà. Pour le préflop, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la psychologie n'est pas la même qu'au post-flop, vraiment. Au préflop, une différence de timing dans la réaction de vilain sera dû essentiellement à un problème d'attention, de concentration, de focus sur la main, que de pure réflexion, puisqu'il y a moins de réflexion à avoir par rapport au préflop. Quasiment tout le monde connaît ses ranges, c'est à peu près ce qu'il peut faire, etc. Donc au post-flop, on n'aura pas du tout la même analyse à ce niveau-là. Euh, ouais, putain, le loser, elle commence pas. Euh, donc pour le préflop, c'est où vous avez commencé à me perturber. Pour le préflop, ce qui est important de voir, ça va être les extrêmes en termes de tank et en termes de snap. Il va falloir vérifier essentiellement si vilain vraiment vous snap 3 bêtes, euh, vous snap 4 bêtes, ou prend beaucoup de temps pour le faire. Entre les deux, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les extrêmes. Faut voir aussi que entre les tables régulars et les tables zoom, il y a aussi une différence à prendre en compte. C'est que sur les tables régulars, sur le tank, on peut vraiment rajouter un peu de temps. Qu'on est que sur les zooms, les gens sont beaucoup plus speed justement par rapport au format. Mais bon, ça va de soi bien sûr. Les leaks par rapport au timing pré-flop sont énormément amplifiés par rapport aux positions qui sont tardives. Car si on est par exemple SB face à Big Blind, si Big Blind met énormément de temps à nous 3 bêtes, il faut déjà s'imaginer que le gars, sa main il la connaît déjà, quel que soit le format, régular ou zoom. Il a eu le temps, tout le temps du tour de table pour pouvoir savoir ce qu'il allait faire, savoir ce qu'il peut faire avec sa main. Donc c'est pas du tout la même situation que quand vous êtes face à MP ou l'autre à Jack qui va commencer à avoir une situation, il va tank pour pouvoir prendre une décision. Donc les leaks vont être énormément amplifiés par rapport aux situations sur des positions qui sont vraiment late. Après, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les écarts par rapport au timing peuvent atteindre jusqu'à 10% sur la range de fold. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui va vous tank pour 3 bêtes ou qui va vous tank pour 4 bêtes, ils ont quantifié ça sur une différence à peu près de 10% de fold. C'est-à-dire, vous êtes cut-off, vous faites un open raise et bouton vous 3 bêtes après avoir tank un maximum. La probabilité qu'il fold est de 10% supérieure à ce qu'elle devrait être. C'est assez colossal. Donc, il va falloir vraiment commencer à vous focus sur les tables et de bien voir les gars qui vont mettre beaucoup de temps pour vous 3 bêtes, pour vous 4 bêtes. Concrètement,
pour faire vraiment très simple, plus les gars vont prendre de temps pour vous raiser, plus leur main va être weak. Et inversement, pour le préflop. Donc, comment on va jouer par exemple si on est SB, en open, et Big Blind va tank et 3 bêtes. Il y a deux possibilités de jouer ça. On va prendre les mains qui sont mixées, 3 bêtes call, et on peut toutes les passer en 3 bêtes. Bon. Ou sinon, moi, ce que j'ai utilisé jusqu'à présent et que je crois, c'est que toutes les mains qui étaient limite vraiment le bas de la range, qu'on pouvait folder, dans ces cas-là, compte tenu que vilain justement a une probabilité de fold de 10% supérieure à ce qu'est la GTO, elles deviennent profitables à 3 bêtes. Donc, on peut les passer, toutes ces mains qui sont très limites, on peut commencer à les passer beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plein de gens qui vont voir cette vidéo vont être d'accord, pas d'accord, bon ça c'est leur problème, mais surtout même s'ils sont d'accord, auront énormément de mal à l'appliquer parce que ça demande énormément de concentration et ça demande du temps pour l'intégrer dans votre jeu. Parce qu'il va falloir être énormément focus et ce qui va être très bénéfique pour votre jeu. Parce que ça va vous sortir un peu de ce côté mécanique, automatisé. Et donc rien que le fait d'intégrer la gestion du timing des joueurs dans votre jeu, la gestion de leur manière de jouer, vous allez être beaucoup plus focus sur la partie et ça va vous apporter beaucoup plus en termes d'analyse aussi. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc par exemple, si qu'est-ce qu'on appelle un tank? Si on peut considérer 9 secondes à peu près sur la zoom, 13-14 secondes sur les tables régulares. C'est à peu près ce qui se passe. Maintenant, pré-flop, bon je ne vais pas m'attarder parce que c'est plutôt le post-flop qui est intéressant. Sur les snaps, c'est l'inverse. Donc, pourquoi? Si vous réfléchissez 10 secondes, quelqu'un qui a une paire d'as, il va être beaucoup plus focalisé sur sa table que sur toutes les autres où il a des mains qui sont assez classiques et qui ont moins de V. Donc, il va être beaucoup plus rapide à réagir. Il sait déjà ce qu'il va faire de façon sur ce type de mains qui sont avec des EV importantes. Et donc, par conséquent, plus il va snap raise, plus il aura de la value. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Oui. Donc pour être simple, quelqu'un qui vous snap 3 bêtes en big blind, je vous rappelle une des vidéos que j'avais fait sur les ranges de 3 bêtes de big blind linéaire et polarisé, enfin pas polarisé mais GTO, parce que c'était pas c'est pas vraiment polarisé. Déjà à l'origine on doit énormément fold parce qu'ils sont très linéaires en termes de range 3 bêtes depuis big blind, mais si en plus vous êtes bouton que big blind vous snap raise, oubliez complètement. Donc intégrez ça à votre jeu. Vous savez que la range de 3 bêtes de big blind est beaucoup plus linéaire que ce qu'elle devrait être. En plus, vous avez snap raise. Alors vraiment, vous pouvez épurer votre range de call et jouer vraiment tight. Par contre, pour finir sur le préflop, tout ce qui est les tanks RFI, les tanks 3 bêtes, les tanks 4 bêtes, allez-y, attaquez grave. Donc voilà, ça c'était pour la partie préflop. Maintenant, on va attaquer la partie post-flop, qui pour moi, attendez, je vais juste regarder s'il y a des commentaires. On va pas utiliser un randomizer, mais un short clock, ouais, c'est exactement ça. Alors, pour la partie post-flop, il y a 3 choses différentes. Il y a les tanks, il y a les snaps, mais il y a après les fiches. Donc, les fiches, on va les voir en dernier. C'est assez court, mais c'est quand même intéressant de les voir. Il y a une réaction qui est un petit peu différente. Je vais juste mettre les écrans propres pour que je puisse voir s'il y a des questions en même temps. Hop là. Alors, hop, et voilà, c'est bon. Post-flop, ouais, le pré-flop, c'est essentiellement les règles. Les fiches, ça marche aussi, parce que là, c'est vraiment des questions d'attention.
Par contre, pour post-flop, là, on va vraiment un petit peu distinguer les deux. Vous allez voir. Mais pré-flop, ça englobe à peu près tout le monde parce c'est instinctif. Et compte tenu que pré-flop, que ce soit fiche ou règle, on connaît tous à peu près la valeur de notre main, ce qu'on a dans les mains. C'est assez simple, il n'y a pas d'analyse de board à faire. Donc voilà. Pour ceux qui posent des questions, comment ça a été réalisé, tout ça, je répondrai sur Discord, c'est plus simple. Je vous donnerai tout ça. Ok, alors post-flop, là on n'est plus sur le focus, sur l'attention, mais on va être essentiellement sur la difficulté de décider. On a le board, il a sa main, il a les réactions des streets précédentes ou du pré-flop. Il a un choix à faire et c'est ce choix-là qui l'amène à tank ou à snap call, snap check ou snap raise d'ailleurs. Faut bien penser qu'on va essayer d'exploiter les extrêmes. Comme toujours, comme tous les exploits, ce qui est intéressant, c'est de voir les excès qu'il y a dans le jeu de l'adversaire et de se baser là-dessus. Entre les deux, on oublie, on laisse tomber. Donc dans notre cas, encore une fois, ça va être essentiellement les temps très courts de réaction et les temps très longs. Entre les deux, essayez pas de trouver une interprétation par rapport à ça, il peut y avoir différents facteurs. Donc il faut vraiment extraire de lever sur des choses rares et chercher ces extrêmes. Donc le premier exploit qui est assez important à faire, et tout ça, ça doit être, tout ce que je vais vous donner là, ça va être des petits plus à intégrer dans votre jeu. Donc vous ne basez pas uniquement là-dessus, mais intégrez-le par rapport au type de board, par rapport à votre main, par rapport à ce que vous connaissez de vilain, etc. Et là, vraiment, vous aurez un insight assez important par rapport au field. Ouais, tu me parles en taux de Not Caddy. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était une Rolls Royce, soi-disant, pour les prises de notes automatiques. C'était assez marrant, quoi. Alors, premièrement, le tank check call ou call. Donc, vilain va prendre beaucoup de temps pour le call. C'est avant tout weak. Donc, la valeur de main, donc on est bouton contre Big Blind. Big Blind nous check, on bet, il tank, il call, c'est weak. On va attaquer essentiellement. Alors, si on se base par rapport à de l'équilibre, si on veut rester équilibré, on va essentiellement attaquer avec plus de bluffs parce qu'on va pouvoir passer aussi on va passer plus de bluffs et plus de fin value. Donc on va élargir notre range en tant que bouton. Après, l'autre vision, l'autre manière de voir les choses, ou si on ne passe pas dans un solver et qu'on met de manière assez brutale comme on le fait avec la MDA, c'est que dans ce cas-là, on peut considérer qu'on va passer tous nos bluffs, on va l'attaquer avec tous nos bluffs, et nos values, on va les temporiser. Donc voilà. Il peut y arriver qu'il y ait une hésitation parfois aussi de sa part entre savoir s'il va call ou raise. Mais dans ce cas-là, c'est à vous de vous focaliser sur le type de board. Est-ce que le type de board aurait pu prêter à raise ou pas? Et en fonction du profil de vilain. Donc ça, vous pouvez voir par rapport à ses stats si vous avez d'agression. Et si vous l'avez de check raise ou de raise, etc. Mais c'est quand même rarissime. Et c'est avant tout quand même des ranges très très weak. Ouais, moi je considère que, ouais, pour répondre à Romanesti, je préfère temporiser mes values et passer l'essentiel de mes bluffs. Mais si on se basait sur une GTO par rapport à l'élargissement de la range, on devrait passer plus de value et encore plus de bluffs, ce qui est normal. Les deux sont corrects, c'est vraiment un choix si on veut être dans l'exploit dur ou pas. Donc voilà. Je parle pas de tank check raise, je parle de tank call ou tank check call. Mais là, pour l'instant, je parle pas de check raise. J'ai juste dit que pour le check raise, ça peut arriver que le gars il tank parce qu'il hésite entre call et raise et à la fin il call. Donc ça veut dire quand même qu'il avait de la value. Mais là, il faut focus sur le board, sur le profil du joueur.
et c'est quand même des cas très rares, donc on va pas en tirer une conclusion là-dessus. Donc on se focus sur le tank check call, le call, c'est weak. Voilà. Le deuxième exploit qui est vraiment intéressant, c'est le snap check. Il est très important aussi. Ça définit une stratégie qui est assez pure. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une stratégie qui, dans la tête de vilain, est très claire. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir, donc c'est en général une range qui n'est pas avec du R, non c'est clair, mais il n'a pas des très fortes mains. Donc c'est une range qui va être assez weak. Donc c'est pas que des R, je répète, ça peut être des mid-value, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui aura les notes. Il n'a pas besoin de réfléchir s'il vaut mieux pas qu'il raise, qu'il call, qu'il raise, qu'il bet, etc. Car avec des top value, il va quand même beaucoup plus réfléchir. Quand je dis beaucoup plus, en tout cas, il va pas snap check. Et snap check va déjà découper sa range en retirant toute la partie vraiment nuts et top value. Donc, je ne dis pas qu'il n'aura pas des mid pairs, des troisième paires, etc. Mais il aura une range beaucoup plus weak que ce qu'il devrait avoir. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez assez facilement, assez rapidement et que vous pouvez mémoriser. Le troisième, c'est le tank flop 6 bet. Donc, on est au flop, il met un temps pas possible à 6 bet. Encore une fois, sur le flop, c'est quand même la street que quasiment tout le monde connaît à peu près, surtout quand vous allez monter dans les stakes. Si vraiment il tank à fond pour 6 bet, c'est extrêmement weak. Donc on va attaquer. On va attaquer énormément en raise. J'ai plus le pourcentage de range, de perte de range qu'il a par rapport quand il tank par rapport à il a un timing à peu près normal, mais c'est assez colossal. Donc je répète les trois premiers. Tank check call ou call, c'est weak, on va attaquer justement avec ou un équilibre, on va augmenter le nombre de bluffs et de fin value, ou on va juste taper avec les bluffs. Le snap check, ça découpe les top value. Tank flop 6 bet, c'est weaker, donc on va attaquer en raisant beaucoup plus. Ok, maintenant on attaque. Quatrième, c'est le snap check call. Alors, celui-là, il est très différent, enfin très différent, il est différent des autres. Attention, c'est pas très nut, mais il n'y a pas d'air. Donc, sur ce type de situation, on va pas trop bluff ou fin value. Donc, sur les snap check call, normalement, je répète, quand il a les nuts, il va quand même prendre du temps pour réfléchir un tout petit peu plus. Donc, j'ai pas dit qu'il tank, faites gaffe vraiment au mot, mais il va pas être dans le snap check call. Mais il peut snap check call avec beaucoup de mains qui ont pas mal de value et qui savent déjà, qui connaissent déjà la ligne à faire sur cette street là. Donc on va pas trop bluff et on va fin value. Pas trop de bluff et de fin value, excusez-moi. C'est pas pareil. Alors Romanestic me dit snap check call IP ou OP, ça change les choses. Ouais, excuse-moi, c'était IP, j'ai pas précisé. Donc on est IP face à OP. Donc voilà. Ah, attends, excuse-moi. Attends, je m'embrouille. Attends, je regarde en même temps mes fiches pour vous. Tu parles de cette ligne-là, le snap check call. Oh, ouais, non, IP ou OP, c'est pareil. Ça change les choses. Oui, en termes de ligne, en termes de GTO. Mais en termes de timing, en termes de réflexion de vilain, en termes de comportement par rapport à sa main, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc snap check call, je répète, c'est pas très nuts, mais il n'y a pas d'air. Donc il ne faut pas trop bluff et fin value là-dessus. Le cinquième, c'est le snap river bet. Alors là, on va attaquer les deux derniers, c'est les river. Le snap river bet, il va falloir se concentrer sur les run-outs
qui change beaucoup l'équité à, à la river. Si on a un snap river bet et que le run out il change beaucoup, c'est énormément beaucoup d'air. Énormément. Donc on va énormément pouvoir bluff catch ou raise si on le souhaite. Donc je répète, sur une carte qui change énormément l'équité à la river, sur un snap river bet, vraiment c'est énormément orienté bluff. Et donc ou on bluff catch ou on peut raise. C'est vraiment quelque chose là-dessus, la river. Vous pouvez le constater assez régulièrement si vous vous concentrez un peu. Donc voilà. Et le deuxième river, c'est le tank river bet. Et ça, on va overfold énormément. Le tank river bet, c'est vraiment connu par rapport aux chiffres qu'ils ont sortis. En termes de value, c'est assez colossal. Donc ça sert à rien de bluff catch avec des mauvais bluff catchers, etc. Il faut vraiment overfold par rapport à ça. Donc voilà. Attends, je regarde juste que je vois pas mal de questions qui défilent. N'importe quel snap river bet, à partir du moment où la carte à la river change d'équité. C'est ça que je te dis. Si c'est un board qui est dry, qui reste dry avec une brique à la river, ça ne change rien, tu ne le prends pas en compte. On n'a pas de chiffre suffisamment important là-dessus. Je te parle pas, non, je te parle pas non plus de barrel, etc. Je te dis juste, si à la river, tu as une carte qui relance l'équité de la dynamique justement des mains, dans ce cas-là, si snap river bet, tu peux y aller. Le tank river bet, là par contre, il y a très très peu d'air et donc il faut vraiment overfold quoi. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est les fiches. Donc là, c'est assez rapide. Si snap call, il n'a pas de bluff du tout. Et plus il va bet rapidement, plus ça sera weak, donc on peut overcall. C'est les deux choses qui ressortent de ça. Pour faire ces stats, ouais, je peux quand même vous en parler là rapidement. Il y a eu deux types de personnes que j'ai rencontrées qui ont fait ce genre d'analyse. Il y en a une qui a fait cette analyse avec quelque chose dont parlait justement un des gars du groupe, la Ghost, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui le verra en replay, où ils avaient un logiciel qui permettait d'analyser leurs propres mains en termes de timing, etc. et tout ça, et comment c'est réagi vilain par rapport à ces timings-là. Donc ça, c'était une époque. Et l'autre que j'ai connu, il avait un logiciel où il détournait ses joueurs dessus, de sa team, et ils analysent sans leur dire ce qu'ils allaient faire. Et ils ont checké après les timings des différents joueurs par rapport à leur réaction, tout ça. Donc c'est vraiment cette croisée d'informations que je vous retransmets là, que moi j'ai vraiment trouvé très très intéressante et qui durant le game, ça vous apporter deux choses. Quand vous aurez un doute, ça vous permettra de basculer dans votre décision. La deuxième, ça vous permet de vous focus beaucoup plus. Moi, c'était très très dur au début parce qu'il faut vraiment rester très concentré par rapport à vilain, ses réactions, etc. On va mieux ressentir justement la dynamique de la main et l'état d'esprit de vilain. Donc ça va énormément vous aider quoi. Et voilà. Donc c'était prévu justement pour pas être un coaching très long parce que non plus ça sert à rien d'en rajouter. Je pense que ça peut vraiment vous aider. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est les lignes qui sont sorties avec statistiquement les plus intéressantes à exploiter. Il y en a d'autres, mais elles sont moins. Ouais, il y a plus de marge d'erreur. Là, vraiment, ces lignes-là, si vous les appliquez, vous les rajoutez dans votre jeu, vous allez voir notamment le préflop. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment vérifier. Ne collez pas des 3 bêtes, des tanks 3 bêtes ou des tanks 4 bêtes. Vous pouvez directement les agresser, c'est vraiment intéressant quoi.
Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Franchement, cette information-là, c'est quand même, j'espère que ouais, vous allez bien la disséquer. Faites des retours sur Discord. Ça me ferait plaisir et je vous en parle avec plaisir. Et je vous donnerai les feedbacks, etc. Si vous avez d'autres questions, etc. Sur ça ou si vous voulez revenir dessus. J'ai pas voulu. Ouais, salut Mike. J'ai pas voulu, je vous dis, tout vous mettre par écrit. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir. Ce que je l'ai mis par écrit, c'est un peu facile. Après, ça aurait pu être transmis de personne en personne sans réfléchir vraiment, sans voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous a bien plu. Je pense que c'est quand même une super information. Et on en reparle sur le Discord à l'occasion ou sur les commentaires sur YouTube ou autre. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas et bah, à la prochaine.